J'ai une bonne nouvelle pour vous. On va parler de mathématiques. Je suis sûr que vous gardez tous le meilleur souvenir de vos cours de maths à l'école, n'est-ce pas? Et pourtant, vous n'êtes pas tous devenus mathématiciennes ou mathématiciens. Mais peut-être aurait-il suffi d'une toute petite perturbation, une rencontre avec un professeur ou un chercheur passionné, ou un livre qui aurait piqué votre curiosité pour qu'il en soit autrement. Bon, je devine que certains d'entre vous auraient tout de même eu besoin d'une assez grosse perturbation. En 1972, le météorologue Edward Lorenz était invité à présenter ses travaux dans un colloque prestigieux. Mais il tardait un peu à envoyer le titre. Alors l'organisateur, pressé d'envoyer le titre aux intervenants, choisit lui-même ce titre. Prédictibilité, un battement d'ailes de papillon au Brésil peut-il engendrer une tornade au Texas? L'effet papillon venait de naître. Une toute petite perturbation et possiblement de très grandes conséquences. Alors l'idée connut un vif succès. On la retrouve dans le cinéma, la littérature, la musique, et peut-être l'avez-vous même déjà vécu. Je remonte chez moi chercher le téléphone portable que j'ai oublié. Les portes du train se referment devant moi, nos regards se croisent, mais je ne rencontre pas l'amour de ma vie. Donc cette idée de l'effet papillon, comme je vous l'ai dit, on la retrouve dans la littérature, la musique, le cinéma. Quelle belle image poétique que celle du petit papillon si fragile, ayant une influence sur le monde. Alors je vous allais parler Poincaré, voici ce qu'écrit Poincaré. Un dixième de degré, en plus ou en moins, et le cyclone éclate ici et non pas là, et il étend ses ravages sur des contrées qu'il... Si on avait connu ce dixième de degré, on aurait pu le savoir d'avance, mais les observations n'étaient ni assez serrées, ni assez précises, et c'est pour cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Mais alors que faire? Renoncer à faire des prédictions? Pourtant, depuis Galilée puis Newton, pour ne citer que, la science nous a habitués à faire des prédictions redoutables. Si je lâche cette télécommande, par exemple, elle va tomber et finir par terre. Bon, là, il n'y a peut-être pas besoin de convoquer Galilée et Newton pour faire cette prédiction. Mais à partir de là, avec Newton, on a appris à calculer la durée de la chute, puis ensuite à calculer les orbites des planètes, à lancer un engin spatial pour le poser sur Mars ou à l'arrimer à la station internationale, elle-même lancée à folle allure autour de la Terre. Mais dans d'autres systèmes, plus complexes peut-être, le résultat semble dû au hasard, comme quand on lance un dé par exemple. Le résultat d'un lancer de dé semble aléatoire, mais pourtant il n'y a rien d'aléatoire dans le mouvement d'un dé. Ce mouvement est soumis aux mêmes équations de la physique qui sont tout à fait déterministes. Et pourtant, si je lance un dé, il y a comme un hasard apparent. Alors, la prochaine fois que vous irez jouer au loto, si la personne devant vous, voyez qu'elle joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce n'est pas un fou, c'est juste un mathématicien. Donc je ne peux donc pas prévoir le résultat du lancer d'un dé, mais je peux quand même dire quelque chose. C'est que si le dé n'est pas pipé, et si je fais un très grand nombre de lancers, eh bien je verrai apparaître à peu près autant de 1 que de 2, que de 3, que de 6. Il y a comme de l'ordre derrière le chaos. Alors c'est cette vision positive de la théorie du chaos que Lorenz va développer et que j'aimerais essayer de vous expliquer maintenant à partir de quelques images que j'ai réalisées en collaboration avec deux collègues mathématiciens, Étienne Gis et Jos Less. Donc nous allons parler du modèle joué de convection de Lorentz.
Donc, dans les années 60, Lorentz étudiait le mouvement de l'atmosphère et le phénomène de convection. Mais comment comprendre un système aussi complexe? Pour comprendre l'atmosphère, il faudrait connaître la température en tout point de la Terre, la pression, l'humidité, vraiment trop compliqué. Alors, ce que fit Lorentz, c'est qu'il prit les équations de la mécanique des fluides et il simplifia tellement qu'il obtient finalement un modèle dans lequel il ne restait plus que 3 paramètres pour décrire l'état de l'atmosphère. Et cette atmosphère était soumise à une toute petite équation différentielle. Lorentz avait la chance, dans les années 60, de travailler au MIT, dans le Massachusetts, et avait à sa disposition l'un des tout premiers ordinateurs, un Royal McBee. Rien à voir avec nos ordinateurs d'aujourd'hui qui tiennent dans le coin d'une poche. Il faut imaginer une machine assez gigantesque, extrêmement bruyante, difficile à programmer et ne faisant, dit-on, qu'une dizaine de multiplications par seconde. Alors Lorentz mit son modèle dans cet ordinateur et devinez ce qu'il en sortit. Quelque chose d'absolument incroyable. Un lapin. Ben non, il en sortit une série de nombres et de chiffres absolument interminables et indigestes. Alors ce qu'on peut essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de visualiser ces nombres. Alors rappelez-vous, l'atmosphère de Lorentz sur cet écran, c'est un point. Et quand on étudie le mouvement de l'atmosphère dans le modèle de Lorentz, cela revient à déplacer le point sur l'écran. Je vais vous faire voir ça dans un instant. Donc comprenez bien ça, 2 points sur l'écran distincts représentent a priori 2 atmosphères complètement différentes. Vous pouvez imaginer que sur la droite de l'écran, ce sont les atmosphères calmes et ensoleillées, et sur la gauche, les atmosphères pluvieuses et agitées. Alors je simplifie évidemment énormément les choses, mais gardez à l'idée que c'est à peu près comme ça qu'on calcule le temps qu'il fera demain par exemple. On récupère des tas et des tas et des tas de données sur la température, pression et humidité. Ça correspond à un point sur l'écran. Puis on lance le modèle qui va faire un calcul pendant quelques minutes, mais qui simule le temps sur 24 heures. On attend ces quelques minutes de simulation. Cela fait un nouveau point sur l'écran, donc une autre atmosphère. Et c'est ça qu'on annonce dans le bulletin météo. Très bien. Alors maintenant, imaginons la chose suivante. Imaginons que le grand horloger qui gère le temps dans l'univers fasse une pause. Tout s'arrête, tout se fige, plus rien ne bouge. Quitte à avoir beaucoup d'imagination, prenons une deuxième planète Terre, totalement figée également au même instant. Sur cette deuxième planète Terre, je vous propose d'introduire une petite perturbation, disons un papillon au Brésil qui ferait un battement d'ailes. Et laissons notre grand horloger relancer le temps. Que constate-t-on? Disons que nos 2 planètes Terre, l'une des atmosphères est représentée par cette petite boule verte et l'autre cette petite boule bleue. Alors au départ, les 2 trajectoires sont extrêmement proches, il est absolument impossible de voir la moindre différence. Mais au bout d'un moment, pas très long d'ailleurs, les petites perturbations s'amplifient. Elles s'amplifient tellement qu'au bout d'un certain temps, les trajectoires deviennent complètement indépendantes l'une de l'autre. Ce que cela vous montre, c'est que le modèle de Lorentz rend bien compte de l'effet papillon. Une toute petite différence au départ, tout à fait insignifiante, et à la fin, de grandes conséquences, des trajectoires très différentes. Mais il y a beaucoup mieux. Prenons à présent 2 atmosphères, a priori distinctes et assez éloignées l'une de l'autre, et lançons le mouvement. On observe à nouveau que ces trajectoires évoluent, chacune dans leur coin, de manière tout à fait indépendante. Nous allons arrêter le temps, et ensuite, nous allons effacer les premières secondes du mouvement. Puis nous allons rallumer le temps, et on va l'accélérer même,
et observons ce qui se passe. Que constate-t-on? Que les deux trajectoires sont complètement folles. Elles tournent d'un côté et de l'autre de manière assez chaotique. Mais elles sont comme attirées, elles accumulent sur le même objet. C'est ce qu'on appelle l'attracteur. L'attracteur étrange de Lorentz, qui en plus a la particularité de ressembler à un papillon. Alors voici un phénomène scientifique positif qui n'est malheureusement pas aussi célèbre que l'effet papillon. Le fait que les trajectoires sont attirées sur le même objet, même si vous partez de conditions initiales très différentes. Alors les mathématiciens, qui sont spécialistes de la théorie des systèmes dynamiques, étudient ce genre d'attracteurs. Ils cherchent à comprendre leur topologie, leur dynamique interne. Ils sont sympas nos jouets, non? Mais il y a mieux encore plus fort. Reprenons le modèle de Lorentz encore une fois. Je vous rappelle qu'un point sur l'écran, cela représente l'état complet d'une atmosphère. Vous voyez cette boule jaune. Décidons que quand on est un point à l'intérieur de la boule jaune, cela correspond à une atmosphère dans laquelle il y a un ouragan ou une tornade quelque part. Et si vous prenez un point à l'extérieur de l'écran, à l'extérieur de la boule jaune, pardon, il n'y a pas de tornade. Lançons une trajectoire, par exemple celle-ci en vert. Il est absolument impossible de dire quand est-ce que la trajectoire va rentrer dans la boule jaune, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y aura une tornade dans votre atmosphère. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le temps qu'on passe dans la boule jaune par rapport à la durée totale de la trajectoire. Et c'est ce que vous dessine ce graphe sur l'écran, en fonction du temps. Et vous voyez qu'au départ, pas grand-chose à dire, mais on constate que progressivement, que ça converge vers une limite. Sur l'écran, on lit environ 5%. Cela signifie que même si votre trajectoire a l'air de faire n'importe quoi, elle passe 5% du temps dans votre boule jaune. Prenons une deuxième trajectoire, rouge cette fois-ci, qui n'a aucun rapport, et faisons exactement le même calcul. Comptons le temps passé dans la boule jaune par la trajectoire rouge, et regardons cette proportion. À nouveau, on obtient un graphe qui, au départ, n'a pas grand-chose à dire, mais qui converge à nouveau, et qui converge vers la même limite, même 5%. Essayons encore avec une troisième trajectoire. Eh bien, le même phénomène va se reproduire. Le temps passé dans la boule jaune converge vers une limite, mais c'est la même limite, ces fameux 5%. Alors voici ce qu'écrit Lorentz. J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les tornades. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. À cause de votre téléphone portable tout à l'heure, vous avez manqué de faire une belle rencontre. Mais peut-être qu'à cause de ce même événement, une rencontre que vous n'auriez pas dû faire dans 3 semaines aura lieu. L'effet papillon est omniprésent. Mais l'idée de Lorentz, si vous voulez, c'est que le nombre de belles rencontres que chacun d'entre nous est susceptible de faire dans une année, disons, lui, est à peu près constant. Ce nombre dépend de chacun d'entre nous. Il dépend de vos personnalités, de vos sorties, de vos goûts, etc. Cela correspondait sur notre dessin tout à l'heure à la taille de la boule jaune. Donc, il est vrai que je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous ferez une prochaine belle rencontre, mais si ce nombre vaut 5 pour vous, disons, eh bien je peux vous garantir que vous ferez 5 belles rencontres par an. D'accord? Je vous avais promis une théorie positive du chaos, la voici. Alors, la démarche de Lorentz peut vous sembler peut-être un peu curieuse. Partir d'un vrai problème de météorologie pour le transformer et en étudier un tout autre qui n'a qu'un rapport vague avec le premier. Mais que voulez-vous? Les mathématiciens sont comme les Français. Quoi que vous leur dites, ils le transforment dans leur propre langue et le transforment en quelque chose de complètement différent. Ce faisant, Lorentz nous invite à nous poser d'autres questions. On ne se demandera plus le temps qu'il fera à Chambord dans 10 ans, jour pour jour. On se demandera plutôt le nombre de jours de pluie,
les températures moyennes sur une région comme la nôtre dans une dizaine d'années. Changement complet de perspective, vous voyez. Il s'agit désormais de calculer des probabilités, des statistiques, des moyennes, et l'idée de Lorentz, c'est que ces probabilités sont invariantes aux petites perturbations. Les papillons brésiliens n'y peuvent rien. Alors je voudrais terminer en insistant sur le fait que le temps de la science est long, très long. Le monde de Newton, hérité de celui des Grecs anciens, faisait la part belle aux phénomènes périodiques, le fait que le soleil, par exemple, se lève à peu près toutes les 24 heures, que votre cœur bat à peu près régulièrement, 60-70 pulsations par minute. Moi, c'est un petit peu plus là tout de suite. Donc, faisait la part belle aux phénomènes périodiques et aux attracteurs simples. Si je lâche cette télécommande, après une courte période transitoire, elle finira par terre, au sol. Bon, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de mon exposé, c'est quand même ça, hein, c'est un principe fort. Et 200 ans après Newton, Poincaré découvre d'autres dynamiques. C'est la naissance de la théorie du chaos. Alors, quel est le comportement le plus fréquent dans la nature? Les attracteurs simples, comme un pendule qui oscille et finit par s'arrêter, ou des dynamiques plus compliquées qui amplifient les petites perturbations, comme quand on lance un dé et que le résultat semble dû au hasard. Alors on a quelques idées, en vrai même on a un certain nombre de conjectures, mais on n'a pas une idée et un paysage complètement clair. Alors peut-être vous demanderez-vous pourquoi est-ce utile d'étudier tout ça? Alors je pourrais essayer de vous donner plusieurs bonnes raisons et vous convaincre que c'est important. Mais à vrai dire, la vraie raison, notre vraie motivation, Leonardo en parlait déjà il y a 500 ans quand il écrivait que le plaisir le plus noble est la joie de comprendre. Le plaisir le plus noble est la joie de comprendre. Je vous remercie.